Un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux. Alors, bonjour tout le monde. Heureux de vous retrouver euh, cette fois-ci. Ok. Alors, bonjour tout le monde. Je vous remercie d'être présent dans ce nouveau webinaire. Alors, un webinaire qui est consacré à la formation continue durant ce confinement. Alors, le thème de ce webinaire, le thème de ce webinaire, il va traiter tout ce qui est traitement chirurgical de la session gingivale. Et je vais essayer de partager ma vision, ma petite expérience en ce qui concerne ce traitement chirurgical. Et on va essayer de faire un petit aperçu sur tout ce qui est basique, tout ce qui est d'actualité dans ce domaine. On va commencer la présentation. Donc, je voulais faire un petit point sur le pardon sain. Je ne vais pas répéter ce que vous connaissez. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de connaître sur le plan anatomique, sur le plan position de parodonte superficielle et de parodonte profonde, parce qu'il y a une étroite corrélation entre la position de cette crête osseuse par rapport à la position de notre gencive. Alors, toute absence d'anomalie de position au niveau du tissu osseux va nous donner une position correcte du tissu gingival. Et donc, on n'aura aucun problème sur le plan fonctionnel et aussi sur le plan esthétique. Dans le cas contraire, on va parler de la restriction gingivale
Alors, cette récession qui dit un décalage du rebord marginal gingival dans la direction apicale. Donc, cette unité gingivale va s'éloigner de la jonction émincément et on aura une exposition radiculaire. Et aussi, on a une perte d'attache au niveau vestibulaire. Cette notion de perte d'attache vestibulaire est très importante parce que avant, on néglige cette notion. Actuellement, avec la nouvelle classification des récessions, on doit noter cette perte d'attache vestibulaire et vous allez savoir pourquoi. Alors, cette exposition radiculaire, vu la coloration très marquée de la racine par rapport à la couronne, va poser un préjudice esthétique pour nos patients. Et aussi, cette exposition radiculaire va nous donner une sensibilité dentaire avec, par exposition des tibiae dentineuses qui va entraîner l'apparition des douleurs, en particulier au changement thermique. Alors, il existe une relation entre cette récession gingivale et le biotype. Alors, ce biotype gingival est osseux qui a été terminé par Maynard Ellison en 1980 avec les 4 classes. Donc, vous avez la classe 1 avec une gencive épaisse et un os qui est épais. Vous avez une classe 2 avec une gencive fine et un os qui est toujours épais. Pour la classe 3 et la classe 4, on a un os qui est fin et avec un changement d'épaisseur gingivale. Alors, il faut savoir qu'actuellement, on parle beaucoup plus de phénotype parce que ça va nous donner beaucoup plus une signification de l'apparence de ces tissus, beaucoup plus que d'utiliser le terme biotype, puisqu'il intéresse beaucoup plus le trait génétique. Donc, on peut avoir un phénotype gingival et un phénotype osseux au niveau de la même unité parodontale d'une dent. Alors, on va aborder les étiologies de cette récession gingivale. Vous avez des étiologies qui vont agir directement au niveau du parodonte, au niveau du os, au niveau de la gencive. Vous avez tout ce qui est modification anatomique, à savoir l'apparition des déhiscences et des fenestrations. Vous avez le biotype qui est défavorable, pour la classe 3 et la classe 4 de Maynard. Vous avez aussi comme facteur déclenchant, vous avez un brossage qui est traumatique. Donc là, le patient, il va assurer une hygiène très impeccable, mais en même temps, il va traumatiser la partie gingivale. Sinon, dans le cas contraire, on a des patients qui négligent, donc on a ils vont prendre moins d'importance à leur hygiène, et par conséquent, on aura l'installation de l'inflammation gingivale. C'est l'inflammation qui va entraîner l'apparition de cette récession. On a aussi comme facteur étiologique les déplacements dentaires post-orthodontiques. Ces déplacements dentaires post-orthodontiques, qu'on va les voir après, ils vont causer un déplacement de la racine en dehors du couloir gingivo-osseux et par conséquent, on a l'apparition de cette récession gingivale. On a aussi des restaurations prothétiques qui vont causer des irritations au niveau du tissu gingival et par conséquent, on aura un déplacement apical qui va s'éloigner de la source d'irritation. On a aussi comme facteur étiologique anatomique l'insertion pathologique des freins et on a une classification de facettes qui déterminent différentes classes qui vont agir de façon négativement sur le tissu gingival, en particulier la classe 3 et la classe 4. D'autres facteurs qui peuvent se surajouter et qui peuvent
favoriser l'installation de ces récessions, c'est tout ce qui est mise en place de piercing, comme vous voyez, avec une action à l'intérieur de la lèvre inférieure et en relation avec la partie gingivale des incisives inférieures. On a aussi le tabac qui cause aussi, qui favorise aussi, qui pérennise cette apparition de récession gingivale, bien sûr avec fragilité tissulaire à cause de l'accumulation de nicotine à son niveau. Alors, il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome du fil orthodontique. Alors là, il s'agit des mouvements ou bien de mouvements parasites en post-orthodontie qui est causé par le fil de torsion qui est placé au niveau des faces linguales des incisives inférieures. Alors, ce déplacement, il est causé beaucoup plus par les copeaux de composite qui vont entraîner une force qui va être transmise au fil de contention et par conséquent, on aura tout un déplacement extra-osseux de la racine. Ceci peut causer l'apparition de cette récession. Un autre facteur facteur qui peut entraîner l'apparition de ces récessions, qui va entraîner des dommages tissulaires, c'est l'introduction d'un corps étranger, en particulier tout ce qui est moyen élastique utilisé au cours du traitement orthodontique, comme vous voyez sur cette photo. Donc, vous avez un anneau élastique qui s'est introduit dans le sillon gingival dentaire. Il est parti très loin au contact du tissu osseux et comme vous savez, tout corps étranger, il va entraîner une réaction inflammatoire et donc une résorption osseuse. Par conséquent, vous avez tout un déplacement du tissu gingival apical. Alors, on va voir la classification de ces récessions. J'ai essayé de faire une petite comparaison entre la classification de Miller très ancienne, en 1985, et l'actuelle classification de Cairo qu'on utilise actuellement et fréquemment, en particulier lorsqu'on décide le type d'intervention chirurgicale. Donc là, pour la classification de Miller que vous connaissez tous, vous avez les 4 classes, classe 1, classe 2, avec un recouvrement de 100%. Vous avez la classe 3 de Miller avec une paire d'attaches interdentaires et par conséquent, vous avez un recouvrement partiel. Et vous avez la classe 4 qu'on n'aura aucun recouvrement à ce niveau-là, puisque la destruction parodontale est très importante. Pour la classification de Cairo, elle est classée en 3 classes. Vous avez le RT1, le RT2 et le RT3. Donc le RT1 va regrouper les classes 1 et 2 de Miller. Le RT2 va intéresser la classe 3 de Miller et le RT3 va intéresser la classe 4 de Miller. Alors pour le RT2, selon Cairo, il utilise une comparaison entre la paire d'attaches vestibulaire et la paire d'attaches interdentaire au niveau de la partie interdentaire. Alors, si la paire d'attaches vestibulaire est plus importante que la paire d'attaches interdentaire, donc là, il s'agit de RT2 comme classe. Par contre, si vous avez une destruction interdentaire plus importante que la paire d'attaches vestibulaire, donc on est dans la classe 3 RT3. Alors, on va poser la question suivante. Pourquoi on va traiter cette récession gingivale? Alors, soit
cette récession gingivale a causé un problème d'hypersensibilité dentaire. Donc, le patient il vient avec des douleurs, en particulier lorsqu'il va voir quelque chose qui est froid, beaucoup plus. Sinon, on peut avoir un préjudice esthétique à cause de la coloration radiculaire de la dent qui présente cette récession gingivale. Donc, il va un problème esthétique pour le patient. Sinon, on indique le traitement de récession pour assurer une pérennité des autres traitements, à savoir le traitement orthodontique et le traitement prothétique. Mais parfois, on a cette catégorie de patients qui ignorent ce problème de récession, donc ils viennent juste pour une consultation habituelle, donc, malgré qu'ils présentent des récessions, mais il n'y a aucun de ces trois motifs de consultation. Alors, pour cette catégorie de patients qui ignorent l'importance du traitement de récession gingivale, donc il est préférable de faire rappeler que l'absence de tout traitement de récession va entraîner une évolution très rapide de cette récession. Là, vous avez cette étude qui a été réalisée par Chambron. Cette étude qui va illustrer l'évolution de la récession qui sont intraitables. Et là, on peut voir que selon cette étude, 78% des récessions non traitées sont des récessions qui sont évolutives. Et là, on risque d'avoir une perte de la dent. Et bien sûr, là, le patient, il va perdre cette dent en particulier. Et si cette dent est située dans le secteur esthétique, donc il va causer tout un problème, tout un préjudice esthétique et voire même un problème sur le plan psychologique. Donc, il est important de expliquer aux malades l'importance du traitement de cette récession, bien que cette récession, selon ce patient, n'a causé aucun des problèmes cités précédemment. Alors, lorsqu'on veut traiter une récession, il y a des paramètres à prendre en considération. Alors, selon l'article récent de Cortellini qui détermine tout ce qui est conditions microgingivales à prendre en considération, bien sûr, avec la récession présente. Donc, il a établi ce tableau. Alors, ce tableau qui va résumer les différents paramètres à prendre en considération. Donc là, on doit tout d'abord classer cette récession, bien sûr, avec les mensurations de profondeur et de largeur. On doit s'assurer aussi de la présence et si le tissu gingival kératinisé est présent ou bien il est absent. Bien sûr, on ne doit pas oublier l'épaisseur gingivale qui doit être mentionnée aussi dans le tableau. On a aussi au niveau de la dent, on doit préciser la présence ou l'absence de la jonction émaillement. Donc, la jonction émaillement peut être absente, soit par présence des lésions carieuses cervicales ou bien présence des lésions non carieuses. On doit mentionner aussi dans le tableau la présence de concavités au niveau cervical, ces concavités qui peuvent déstabiliser le niveau gingival après une intervention chirurgicale. Alors, quels sont les prérequis au traitement chirurgical des récessions?
bien sûr, lorsqu'on décide d'une intervention chirurgicale pour recouvrir cette récession, on ne doit pas oublier qu'on doit s'assurer de certaines choses avant de pratiquer notre traitement chirurgical et avant de se précipiter à prendre notre bistouri. Alors, la première des choses, c'est de vérifier la méthode de brossage. Toute méthode qui est néfaste pour le tissu gingival doit être corrigée. Alors, on peut indiquer la technique de Chartez à ce niveau-là. On doit aussi insister sur l'utilisation d'une brosse à dents souple, voire même l'utilisation d'une brosse à dents électrique. La deuxième chose à prendre en considération avant le traitement chirurgical, c'est bien sûr la suppression de l'inflammation. On ne peut pas intervenir sur un terrain enflammé, sur un terrain où le tissu gingival est très friable. Ça va risquer des déchirures au cours de notre intervention chirurgicale et par conséquent, on aura toutes des complications, voire l'échec de notre intervention chirurgicale. Alors, cette suppression de l'inflammation va être assurée grâce au détartrage et au surfaçage radiculaire et minutieux. Alors, puisqu'on a parlé dans les étiologies du tabac, on ne va pas oublier qu'un patient fumeur ne va pas répondre de la même façon qu'un patient non-fumeur. Donc, on aura tout un problème de vascularisation, tout un problème de cicatrisation post-chirurgicale. Et comme vous savez, ce type de chirurgie qui fait partie de la chirurgie plastique parodontale, donc il nécessite toute une vascularisation importante et une vascularisation de qualité pour assurer le succès de ce type d'intervention. Alors là, vous avez cet article qui a comparé entre le traitement chirurgical de récession pour les patients fumeurs et non-fumeurs durant une période de 6 mois jusqu'à 12 ans. Et là, vous voyez ce tableau qui illustre la différence très significative entre la réponse tissulaire post-opératoire pour les patients fumeurs et pour les patients non-fumeurs. Et vous remarquez une augmentation de recouvrement radiculaire pour les patients non-fumeurs durant ces 2 années. Alors, cette étude a eu comme conclusion que le tabac il va influencer de façon négativement sur la cicatrisation et par conséquent, vous avez un taux de recouvrement qui va être diminué durant toute la période de cicatrisation, voire jusqu'à une période de 2 ans et au-delà. Donc, notre rôle, c'est d'obliger, si on peut dire ça, les patients qui veulent traiter chirurgicalement leur récession, de leur obliger soit d'arrêter de fumer, sinon de diminuer le nombre de cigarettes jusqu'à 10, voire moins de 10 cigarettes, en particulier avant l'intervention et en moins durant 1 mois en post-opératoire. Alors, on va voir quelles sont les techniques utilisées dans le recouvrement radiculaire. Alors, la première technique qui a été indiquée pour le recouvrement radiculaire, bien que cette technique actuellement elle est de moins en moins, elle donne moins de taux de recouvrement par rapport aux autres techniques actuelles. Donc là, vous avez la greffe épithélo-conjonctive qui a été décrite par Bjorn en 1963. Et là, vous avez toute l'historique de l'évolution des techniques utilisées pour le recouvrement radiculaire, que ce soit pour la récession unitaire et pour la récession multiple, avec ou sans l'utilisation de tissu conjonctif. Donc là, vous avez tout ce qui est technique sans utilisation d'incision,
qui a été décrite par Reitzeg, c'est la technique d'enveloppe. Vous avez tout ce qui est les lambeaux pédiculés avec association de tissus conjonctifs. Et ce qui nous intéresse beaucoup plus actuellement, c'est tout ce qui est lambeaux d'avancement coronaire modifié en association de tissus conjonctifs qui a été décrit par des scientifiques et ses collaborateurs. En ce qui concerne les récessions multiples, alors, en ce qui concerne les récessions multiples, c'est toujours les mêmes interventions pratiquées, telles que les lambeaux pédiculés latéralement et coronairement en association de tissus conjonctifs. Et actuellement, on a la technique modifiée de déplacement coronaire avec le tissu conjonctif, ou bien la technique bilaminaire qui a été décrite par Gilles et ses collaborateurs. Alors, on va commencer avec le lambeau d'avancement latéral. Alors, la technique originale du lambeau déplacé latéralement a été décrite par Drop et Warren. Donc là, il s'agit de déplacer une unité gingivale suffisante de la dent adjacente à la dent qui présente la récession et venir recouvrir cette récession gingivale. Bien sûr, ce type d'intervention chirurgicale, la technique originale de Drop et Warren, n'offre qu'un pourcentage situé entre 34 et 82% de recouvrement gingival, avec un recouvrement moyen de 60%. C'est quand même un taux qui est très bas par rapport aux attentes du praticien et bien sûr aussi aux attentes du patient. Actuellement, cette technique de déplacement de lambeaux déplacés latéralement a été modifiée par Zucchelli en 2004. Alors, selon Zucchelli, préconise le déplacement latéral et le déplacement aussi coronaire en même temps pour préserver un caillou sanguin très important. Et comme vous savez, ce caillou sanguin important, il va stabiliser le lambeau. Par conséquent, on aura un recouvrement radiculaire très satisfaisant. Alors, selon cette technique modifiée de déplacement latéral et coronaire en même temps, on a quand même une stabilisation du recouvrement radiculaire durant toute la période de cette étude. Durant une année, on a toujours un recouvrement complet de la plupart des récessions traitées durant cette étude. Donc là, selon cette modification de technique, on pourra avoir une augmentation de taux de recouvrement gingival, voire même un recouvrement complet à 100% pour la plupart des cas traités. Alors, je vous montre un exemple d'un cas clinique qu'on a traité. Donc là, vous avez une récession gingivale qu'on peut le classer selon le carreau de RT1. Donc là, on peut voir qu'apicalement, on a un tissu cartinisé qui est très minime. La patiente a refusé toute utilisation de greffon. Donc là, on était obligé de chercher une autre technique pour diminuer la morbidité et bien sûr pour assurer le confort de la patiente. Donc là, on a indiqué, selon la situation de la récession, on a indiqué un nombre d'avancements latéral modifié tel qu'il est décrit par Zucchelli. Et on va profiter du tissu kératinisé latéral au niveau du cycle d'extraction
Alors, là, je vous décris un petit peu la technique musicale. Donc là, au niveau mésial de la récession, donc là, on va créer une zone de conjonctive, une zone crayantée. On va prendre un lambeau distal de la récession. Alors, ce lambeau, il va être déplacé latéralement et aussi coronairement, de telle sorte qu'on va un petit peu déplacer de 2 mm la jonction MICM. Donc là, vous avez l'illustration clinique. On a placé un petit tissu. Ce n'est pas un tissu qui a été prélevé, c'est juste un tissu qu'on a pu éliminer au niveau de cette partie mésiale. Donc là, on a éliminé l'épithélium, on a laissé le tissu conjonctif et on a suturé au niveau de la jonction MSM. Donc là, on a déplacé le lambeau latéralement et coronairement. Là, vous avez la cicatrisation. Donc là, on a pu recouvrir totalement cette récession. Et là, vous avez le résultat après une année. Donc là, vous pouvez constater le recouvrement complet de cette récession. Là, vous avez une vue de profil de résultats durant après une année. Alors, la deuxième technique, c'est celle de l'utilisation du greffon épithélo-conjonctif. Donc, c'est une technique très ancienne, décrite en 1963. C'est une technique qui est actuellement moins utilisée en termes de recouvrement radiculaire. Donc, on a un pourcentage très faible, voire de 20% dans une des études menées dans ce domaine. Donc, on peut constater que le taux de recouvrement ne dépasse pas les 50 à 50%, chose que on aura un risque d'avoir récidive de cette récession. En plus que l'utilisation de cette technique elle est très limitée au niveau inférieur. Elle est très limitée au niveau inférieur à cause de l'aspect anesthétique du greffon après la cicatrisation. Donc là, à travers ce cas clinique, vous allez voir l'utilisation de cette technique de greffe épithélo-conjonctive. Donc là, vous avez une récession. Là, vous avez cette récession qui est classée en RT2 sono cairo. Là, vous avez le tissu épithélo-conjonctif qui est suturé. Et là, vous avez le résultat après 3 ans. Donc là, on a quand même un recouvrement très satisfaisant et qui a empêché, bien sûr, que le patient il va souffrir sur le plan de sensibilité, parce que déjà, sa motif de constipation était principalement l'hypersensibilité dentaire. Alors, un autre cas où on a indiqué la chirurgie ou bien la technique de l'infectio-conjonctif. Donc là, vous avez une récession RT2 avec un biotype qui est très fin. Donc, on peut même voir là l'inflammation du tissu gingival, une inflammation qui est récidivante. Donc là, on a suturé le greffon épithélo-conjonctif, prélevé bien sûr du palais. Là, vous avez le résultat 3 mois. Donc là, on a orienté la patiente pour un traitement orthodontique. Alors, le traitement orthodontique, il a essayé de fermer ce diastème. Donc là, vous voyez qu'il y a un excès tissulaire, en particulier au niveau des papilles. Donc, on a essayé de pratiquer une plastie au niveau des papilles.
pour diminuer cette masse tissulaire. Et là, vous avez le résultat après 2 ans du traitement chirurgical et du traitement orthodontique. Alors, troisième type de chirurgie qu'on peut l'utiliser pour le recouvrement radiculaire, c'est le lambeau d'avancement coronaire avec l'utilisation de tissu conjonctif. Donc là, au niveau inférieur, on a des récessions, en particulier au niveau des deux incisives inférieures. C'est une récession RT2 avec une altération de l'espace interproximal, mais qui reste minime par rapport à la récession vestibulaire. Donc là, on a décollé un lambeau de pleine épaisseur et qui est disséqué au-delà de la limite gingivale en demi-épaisseur. Donc là, on a placé les deux greffons conjonctifs. On va les enfouir à l'intérieur de notre lambeau déplacé coronaire. Là, vous avez le résultat à une année post-op. Donc là, la patiente a été orientée pour un traitement orthodontique pour corriger la position des incisives dans le tissu gingival qui a été créé par l'intervention chirurgicale. Alors là, vous avez un cas. Je m'excuse. Alors, là, vous avez un cas où on a utilisé la technique qui a été décrite par Deschantis et ses collaborateurs en 2007 pour une récession unitaire isolée. Donc là, vous voyez une récession localisée au niveau de la canine. Donc, c'est une récession qui a été causée par un traitement orthodontique qui a été mal réalisé. Là, on peut voir de proximité radiculaire, vestibulaire à ce niveau-là, et qui a entraîné l'apparition de cette récession. Donc là, c'est une récession RT1 selon la classification de Cairo. Donc là, on a indiqué un lambeau d'avancement coronaire, un lambeau qui est de forme trapézoïde, comme vous voyez, avec une incision, deux incisions horizontales au niveau de papilles anatomiques. On a décollé un lambeau à ce niveau en pleine épaisseur pour exposer la partie osseuse. Et au-delà de la ligne congingivale, on a disséqué en demi-épaisseur pour libérer le lambeau qu'on peut le déplacer par la suite coronairement. À ce niveau-là, on a éliminé la partie épithéliale et on a laissé le tissu conjonctif de cette papille exposé. Alors, cette désépithélisation des papilles va nous permettre les suture du lambeau déplacé coronairement sur cette partie orientée, et on va créer ce qu'on appelle les papilles chirurgicales. Donc là, on va tracter coronairement le lambeau pour s'assurer qu'il est toujours souple. On a prélevé un petit greffon conjonctif et on a suturé au niveau de la jonction émail-sément.
Bien sûr, ce greffon n'est pas un greffon très volumineux et très épais. On n'a pas besoin de traumatiser le site palatin pour prendre une quantité très importante. Juste avec petit greffon et on peut traiter cette récession. Donc là, on a tracté coronairement le lambeau au niveau des parties cruentées. Alors là, vous avez la différence entre avant et après. Donc là, on peut constater qu'avec cette technique, on peut avoir un recouvrement complet à ce niveau-là. Donc là, le tissu gingival il est positionné au niveau de la jonction émassément. Donc là, on a redonné à cette dent sa hauteur coronaire naturelle. Et en même temps, on a créé tout un tissu kératinisé à ce niveau-là, comme vous voyez, et qui va permettre par la suite la stabilisation du rebord marginal durant une longue période. Alors, on va voir la technique chirurgicale utilisée dans le cas des récessions multiples. Donc, on a la technique qui a été décrite par Zucchelli en l'an 2000, le nombre d'avancements coronaires modifiés, avec ou sans utilisation du tissu conjonctif. Cette technique qui a été décrite par l'auteur, qui a comparé entre la technique originale du lambeau déplacé coronairement, cette technique qui nécessite l'utilisation des incisions de décharge, l'a comparé avec sa technique modifiée, bien sûr, sans utilisation des incisions de décharge. Alors, comme vous voyez, là, c'est le schéma de tracé d'incision utilisé pour réaliser un mot coronaire modifié, qu'on va le tracter avec une rotation des papilles à ce niveau-là, qui va permettre le repositionnement du rebord vaginal au niveau de la jonction émassément, et donc on aura un recouvrement très satisfait. Donc là, à travers ce technique, on va illustrer cette technique. Donc là, vous avez des récessions multiples au niveau de l'incisive, au niveau de la canine, au niveau de la première prémolaire. Vu de profil, voir une position très apicale de la gencive, le rebord marginal gingival. Donc là, c'est des récessions qui sont classées de Fayero. Donc là, vous avez l'illustration des différentes étapes. Donc là, des incisions obliques partant du rebord marginal vers coronaire vers l'angle adjacente. On va prendre comme centre de rotation cette canine, puisqu'elle présente une récession très profonde par rapport aux autres récessions. Donc là, on va décoller en pleine épaisseur pour exposer la partie osseuse centrale. Par la suite, on va aller au-delà de la ligne mucogingival et on va disséquer la partie périostée et la séparer de la partie musculaire pour pouvoir avoir une souplesse du lambeau déplacé, qu'on va le déplacer par la suite coronairement. Après, on va désepitaliser cette partie papillaire. On va créer la papille chirurgicale. On va tracter le lambeau pour s'assurer qu'il est toujours souple. On va le suturer hermétiquement au niveau des zones cruentées, comme vous voyez. Donc, on doit le déplacer coronairement et dépasser la jonction émassément de 2 mm. Donc là, vous avez la cicatrisation après 15 jours. Et là, vous avez la cicatrisation après 6 mois. Donc là, on a eu un recouvrement presque total à ce niveau-là.
qui rend le résultat esthétique très satisfaisant et le patient est très satisfait sur le plan esthétique et aussi sur le plan fonctionnel. Alors, l'autre côté, toujours chez chez le même patient, donc on a ces récessions-là, au niveau de la canine, au niveau des deux prémolaires. Donc, c'est des récessions de RP1 selon la classification de Cairo. On a indiqué toujours la technique de Zéculi avec le lambeau d'avancement coronaire modifié, toujours les mêmes traits d'incision obliques, toujours le décollement en pleine épaisseur, ensuite en demi-épaisseur au-delà de la ligne conjugale. Donc là, on va s'assurer que le lambeau est souple. À ce niveau-là, on va désépithéliser la pupille et par la suite, on va suturer en dépassant la jonction MAC. Donc là, vous avez le résultat après 15 jours. Là, vous avez le résultat à 3 mois. Donc là, on peut voir le recouvrement radiculaire complet. Là, vous avez des photos de profil qui montrent le recouvrement radiculaire. Ça, c'est le recouvrement radiculaire après 6 mois. Donc là, on a le rebord marginal au niveau de la jonction MASMO. Que ce soit au niveau de la canine et au niveau des deux prémolaires. Alors, un autre cas de récession multiple, de deux récessions présentes, où on a utilisé une autre technique, toujours décrite par Zéculi, c'est le lambeau d'avancement coronaire vertical avec utilisation des incisions de décharge et utilisation aussi d'un tissu, d'un greffon conjonctif. Donc là, vous voyez le design du lambeau. Vous avez les deux incisions de décharge. Toujours le décollement en pleine épaisseur, ensuite en demi-épaisseur. Désépitalisation des papilles. La fixation du greffon conjonctif. Cette fixation a été un petit peu délicate vu que la canine elle est en rotation. Donc, on a essayé de stabiliser ce greffon, ce petit greffon. Là, vous avez la suture du lambeau déplacée coronairement au maximum. Donc là, on peut voir qu'il n'y a pas de tension à ce niveau-là. Donc le lambeau il est parfaitement souple et flexible et se tracte facilement sans pression. Donc là, vous avez le cas avant et là, vous avez le cas à 6 mois post-op. Donc là, on peut voir la création de ce tissu kératinisé qui a été absent au départ. Et là, vous avez un recouvrement qui pratiquement dépasse les 90%. Alors, là, il faut faire une petite remarque sur l'importance de la position de la dent lorsqu'on indique ce type de sujet. D'ailleurs, il y a tout un article récent qui illustre cette interrelation entre la position de la dent et l'utilisation de cette technique de recouvrement radiculaire. Alors, selon cette dernière étude, donc plus la position de la dent s'éloigne du couloir osseux, plus on aura une diminution du taux de recouvrement. Bien sûr, si la technique chirurgicale elle est bien réalisée par l'opérateur. Et c'est le cas ici. Donc là, vous voyez la position de la dent en rotation par rapport aux dents adjacentes. Donc la racine a été vestibulée en rotation par rapport aux dents adjacentes. Mais malgré ça, on a eu quand même un résultat très satisfaisant. On a un tissu atinisé à ce niveau-là. On a un bombé gingival très positif et qui va permettre
un contrôle minutieux de biofilms bactériens par le patient. Et bien sûr, sur le plan résultat esthétique, on a une coloration rosâtre qui est similaire aux autres parties du gencive des dents adjacentes. Alors, il y a toujours avec cette étude, cet article du professeur Zutili qui a comparé entre les deux techniques qu'on a citées précédemment à travers des cas cliniques, entre cette technique d'avancement coronaire vertical en utilisant les incisions de décharge et le lambeau modifié enveloppe sans incision de décharge. Alors, comme conclusion de cette étude, donc, selon le professeur Zeculi, les deux techniques ils vont aboutir à un recouvrement radiculaire qui est très satisfaisant et qui est très important. Très important. Par contre, il y a une petite différence en ce qui concerne la qualité du tissu, en ce qui concerne la coloration, en ce qui concerne aussi l'aspect du tissu après cicatrisation. Bien sûr, avec la technique en utilisant les incisions de décharge, il y a toujours un risque d'avoir des cicatrices vu qu'il y a une altération de la vascularisation par ces incisions de décharge verticale. Donc, on a un risque d'avoir moins de vascularisation. Et par conséquent, on a moins de qualité de tissu et une coloration plus ou moins modifiée par rapport à la coloration normale du tissu gingival obtenue par la technique d'avancement coronaire sans incision de décharge. Néanmoins, les deux techniques ils vont donner de superbes résultats sur le plan de recouvrement radiculaire, sur le plan fonctionnel et aussi sur le plan esthétique. Je vais conclure toujours avec tout ce qui est simple, toujours tout ce qui est simple et reproductible. Alors, selon Platon qui a dit que la simplicité véritable allie la bonté et la beauté. Alors, plus on fait simple, plus on aura de résultats meilleurs et une satisfaction du patient et aussi une autosatisfaction. Alors, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je serai là pour répondre à toutes questions. Je vais profiter de l'occasion pour saluer toujours mon ami Dr. Bachir. Salut, bonjour. Je ne sais pas s'il m'entend. Oui, je vous entends. Bonjour.